La Russie renforce son partenariat avec la Confédération des États du Sahel. Le ministre des Affaires étrangères russe, Sergei Lavrov, convie ses homologues de l'AIS à Moscou pour une session de travail, une rencontre qui pourrait élargir une coopération déjà axée sur la défense et la sécurité. Le 31 mars 2024, la classe politique et la société civile signaient une déclaration pour exiger le retour à l'ordre constitutionnel. Un an après, on fait le bilan et l'invité de ce journal est Dr Youssouf Diawara, le président du parti Élément Le Changement, membre signateur de la dite déclaration. Football CAN U17, le Mali démarre fort, demi-finaliste de la dernière édition. Les Aiglonnais ont lancé leur campagne pour la CAN U17 Maroc 2025 avec une victoire 2-1 contre l'Angola. Retour sur cette première journée du groupe D en fin de journal. Mesdames et messieurs, bonsoir. Nous ouvrons ce journal avec l'actualité des FAMA en bref. Ce 1er avril, dans un communiqué, l'état-major général des armées a informé l'opinion qu'un aéronef sans pilote et qui appartenait au FAMA s'est écrasé près de Tinzaouaten, impactant une zone non habitée. Mais les dispositions et protocoles de sécurité ont permis d'empêcher l'explosion de l'armement embarqué. C'était dans la nuit du 31 mars au 1er avril et l'appareil était en mission ordinaire de surveillance du territoire selon le communiqué. L'enquête est donc ouverte pour faire la lumière sur les circonstances de cet événement. Et l'état-major général des armées, je cite, rassure les populations que cet événement n'aura aucun impact sur la volonté et la capacité des FAMA à assurer leur noble mission de protection du Mali et des Maliens. Fin de citation. Le ministre des Affaires étrangères de la Fédération de Russie, Sergei Lavrov, invite ses homologues de la Confédération des États du Sahel à Moscou pour une session entre la Russie et l'AIS, une opportunité d'étendre les relations déjà fortement axées sur la défense et la sécurité. Le point avec Aminata Keïta. Il s'agit de la première session de consultation de la Confédération des États du Sahel et la Fédération de Russie. Celle-ci se tiendra en présence des ministres des Affaires étrangères de l'AES, à savoir Abdoulaye Diop du Mali, Karamoro Jean-Marie Traoré du Burkina et Bakary Yahou Sangaré du Niger, les 3 et 4 avril 2025. Selon le communiqué en date du 1er avril annonçant la session, elle vise à étendre le partenariat entre la Russie et les pays de l'AES, d'étendre leur dialogue politique à l'échelle confédérale et de les inscrire au cœur de leurs agendas diplomatiques de développement et de défense conformément à la volonté des chefs d'État. Depuis 2021, le Mali a élargi sa coopération bilatérale avec la Russie à divers domaines, notamment les mines, la prospection géologique, l'énergie, le transport, l'infrastructure et l'agriculture. Mais le domaine par excellence de la coopération est celui de la défense et la sécurité. Les équipements militaires de l'armée malienne viennent en majeure partie de la Russie. Par ailleurs, cette coopération sur le plan de la défense a permis à l'armée malienne de récupérer la ville stratégique de Kidal, bastion des groupes séparatistes et enjeu de souveraineté majeur pour le Mali, a affirmé le ministre des Affaires étrangères Abdoulaye Diop le 28 février 2024 à Moscou. Au-delà du Mali, la Russie a également signé des accords de défense avec le Burkina Faso et le Niger, à livrer des matériels militaires, faisant de Moscou le partenaire de premier choix des pays de l'AES confrontés à la menace djihadiste depuis maintenant plusieurs années. Pour l'AES, le rendez-vous de Moscou constitue une étape importante dans l'établissement des relations de coopération et de partenariat stratégique dans les domaines d'intérêt commun entre l'AES et la Russie. Pour l'heure, les relations globales entre la Fédération et la Confédération tournent autour de la défense et la sécurité, l'énergie ainsi que les mines. La quasi-totalité des organisations politiques et de la société civile signaient la déclaration du 31 mars il y a un an, appelant à un retour à l'ordre constitutionnel. Plus de 4 ans et demi après le coup d'État d'août 2020 et malgré plusieurs reports, aucune date n'a encore été fixée pour les élections. La dernière échéance établie par les autorités de transition prévoyait une fin de la transition au plus tard le 26 mars 2024. Face à cette incertitude, les partis signataires dénoncent l'absence de perspective. Un an après la signature de la déclaration du 31 mars, c'est toujours le statu quo. Et on en parle avec l'invité de ce journal, Dr Youssouf Diawara. Il est le président du parti Élément Le Changement. Bonsoir à vous et merci d'avoir accepté notre invitation. Bonsoir Maritou et merci de l'opportunité que vous nous offrez pour parler de la suite. Alors, je viens de le dire, un an après, c'est toujours le statu quo. Qu'est-ce qui a empêché l'évolution attendue? On peut dire globalement qu'il y a un manque de volonté manifeste qui a bloqué un peu le processus. Parce que je rappelle que ce que les signataires de la déclaration commune ont demandé,
C'est beaucoup plus de mettre un cadre de concertation inclusif avec l'ensemble de la société pour qu'on puisse définir une nouvelle architecture de la transition et aussi de dégager un chronogramme pour nous permettre vraiment de sortir de cette situation. A aussi rappelé que la première vocation d'une transition, c'est de sortir de cette transition. Donc aujourd'hui, nous sentons clairement qu'il n'y a pas une volonté manifeste de sortir de la transition. Est-ce la situation sécuritaire qui est prioritaire pour les autorités de la transition? Les raisons avancées pour le léger report, comme on l'a dit, ça fait plus d'une année qu'on est dans le léger report, chacun a sa lecture du léger report. C'était fondamentalement nos fichiers qui étaient pris en otage. Hein. Deuxièmement, c'était l'état de préparation de l'autorité indépendante de gestion des élections. Et troisièmement, c'était beaucoup plus l'adaptation un peu de la loi électorale par rapport aux dispositions de la nouvelle constitution. Et quand on fait un recul, on voit que à tous ces niveaux, il y a eu une évolution majeure. Et l'aspect sécuritaire n'a jamais été mis sur la table par les autorités. Donc nous pensons que ce n'est pas quelque chose de prioritaire pour eux et qu'ils doivent être suffisamment prêts. Et s'ils sont prêts, les éléments évoqués, et s'il y a déjà une réponse là-dessus, je ne pense pas qu'il y a d'autres raisons qui pourront nous permettre de ne pas aller vers les élections. Quelques mois après, précisément le 22 janvier, vous avez demandé un cadre de concertation entre le gouvernement et la classe politique. A-t-elle eu lieu? Vous savez, il y a cadre de concertation et cadre de concertation. Vous savez, si c'est juste nous retrouver pour nous donner les orientations qu'ils ont prises, et il n'y a pas de dialogue de fond, il n'y a pas de discussion de fond, je pense qu'il y a un souci. C'est vrai que nous avons fondamentalement manifesté notre intérêt à tout dialogue parce que au sein de la classe politique, en tout cas de ce qui nous concerne, nous avons souhaité nous engager dans une logique de confrontation et non d'affrontement. La confrontation d'idées, de propositions pour nous permettre de sortir un peu de cette situation. Et nous sommes dans cette dynamique. Et partout où on a été appelé, je pense qu'on a répondu, que ce soit au niveau de l'autorité indépendante, que ce soit au niveau du ministre de l'administration territoriale, pour discuter sur les questions, même s'il n'y a pas de temps qu'il faut pour échanger sur ces questions. Mais nous avons toujours essayé d'apporter nos éléments de solution. Même la dernière demande qui est de travailler sur la charte des partis politiques, nous avons aussi travaillé à faire nos propositions pour faire avancer les choses. Nous sommes dans cette dynamique de la confrontation constructive. Alors, la situation d'incertitude, elle perdure. Quelles sont les actions concrètes que vous allez mener pour exiger le retour à l'ordre constitutionnel? Vous savez, le plus important pour nous, c'est que l'opinion publique comprenne dans quoi nous sommes. Et nous travaillons tous les jours à identifier les défis auxquels cette opinion est confrontée, à proposer nos éléments de solution et à travailler à l'éveil des consciences. Ça, c'est déjà un grand défi sur lequel nous sommes. Nous sommes aussi en train de travailler à rassembler davantage encore la classe politique pour mettre un peu plus de pression sur nos autorités, pour qu'on puisse nous donner un chronogramme. Ce travail est fait par d'autres regroupements et je pense que dans les jours, les semaines à venir, on saura un peu quelles sont les dispositions prises pour nous permettre d'engager une bonne conduite à tenir. Alors, Dr Diawara, vous êtes le président du parti Yelema, le changement. Comment se portent les partis politiques au Mali, notamment Yelema? Vous savez, aujourd'hui, c'est difficile pour moi même de savoir quel est le nombre de partis politiques au Mali. Certains on parle de 300, d'autres 400. Et tout ce que nous demandons à nos autorités, déjà, c'est de publier la liste des partis politiques, de publier leur date de création, les responsables qui sont devant ces partis politiques. Au moins, ça va nous permettre de savoir exactement quel est le nombre de partis politiques. En tout cas, ce qui nous conseille également se porte bien, et même très bien, parce que nous arrivons à travailler sur tous les engagements que nous avons pris. Et moi, en tant que président élu avec l'équipe que j'ai, nous sommes chargés de travailler sur l'institutionnalisation de notre formation politique pour la préparer à la conquête du pouvoir. C'est la mission que j'ai et chacun a sa mission. Moi, ma mission, c'est de préparer mon parti et qui aujourd'hui est dans une bonne dynamique avec les meilleures adhésions dans ce pays. Et maintenant, nous travaillons. D'autres commentent. Alors, un mot pour les Maliens qui attendent des élections? Dire qu'on est dans la difficulté, ce n'est cacher de personne que le pays est dans une situation extrêmement difficile et qu'il est important qu'on puisse sortir de par le haut de cette situation. Je pense que l'une des meilleures façons pour nous de sortir, c'est de donner l'opportunité à ceux qui ont l'ambition de gérer leur pays, de se présenter devant les Maliens, et de leur permettre de choisir qui doivent les diriger et à quel programme ils doivent être dirigés, et donc d'aller vers les élections pour qu'on puisse nous sortir de cette situation.
Docteur Youssouf Diawara est le président du parti LMA. Il était l'invité de ce 1945. Merci à vous d'être passé sur ce plateau. Merci bien. À la prochaine. Chaque 2 avril, la journée de sensibilisation à l'autisme est célébrée à travers le monde. Atetoumani Koulibaly a approché quelques parents d'autistes pour savoir comment ils assistent leurs enfants. Suivant. Dans le dictionnaire, l'autisme est défini comme un trouble du développement qui se manifeste par une altération de la communication et des interactions sociales. Selon les recherches, il n'existe pas de traitement médicamenteux pour l'autisme, mais des approches éducatives, comportementales et développementales qui agissent sur les symptômes. À Bamako, ce 2 avril, date à laquelle la journée de sensibilisation à l'autisme est célébrée, se tenait une conférence pour sensibiliser les parents à s'exprimer sur le cas de leur enfant. Sur place, nous nous sommes rapprochés de ce couple pour comprendre leur cas. N'i ye téléphone bila musique la a kɛrɛfɛ a tɛ yɛlɛma parce que n den bɛ sunɔgɔ la ni mankan bɔra a kan ka wuli a tɛ wuli ou bien ni moto ye mankan bɔ den tɛ wuli bon ne y'o de jateminɛ a la ne y'a fɔ a fa ye n ko den bɛ ne bolo n ko mankan bɛ bɔ n k'a tɛ bɔ a kalama n ko n t'a dɔn fɛn min b'a la fa ko k'an ka taa n'a ye dɔgɔtɔrɔso la ko ka taa yira bon an taara n'a ye dɔgɔtɔrɔso caman na an yaalala papa in kɔni a tɛ se k'o fɔ a b'a fɔ mama a b'a fɔ n ma mais a mago bɛ fɛn min na a tɛ se k'a fɔ ne yɛrɛ de bolo jateminɛ a la ni minɔgɔ y'a minɛ a kɔni tɛ se k'a fɔ n bɛ ji min a bɛ to k'a da i mankan ma ne y'o dɔn a la ni n ye ji d'a ma o bɛ kɛ ji pilasi de a bɛ ji min mais ni kɔngɔ b'a la a bɛ to k'a bolo kɛ t'a da la a mago bɛ dumuni min na n b'a d'a ma mais dumuni bɛ dumuni la a tɛ sɔn olu la. Ils sont en effet juste différents. Ce jeune garçon, présent à la conférence, le visage flouté pour des mesures d'anonymat, est autiste. Pourtant, il étudie normalement comme tout autre enfant disposant de toutes ses facultés mentales. Il fait d'ailleurs la classe de 9e année. Mon problème est k'a fɔ denmansaw ye a bɛ mɔgɔ minnu na aw kana u kɛ bolokɔfɛfɛn wa tout le monde a sa manière. Un autiste a besoin de beaucoup d'affection. Pour les assister, les parents doivent être très présents, attentionnés et patients. Chacun de ses faits et comportements doit être observé. Au niveau familial, il faut que l'enfant soit entouré des bonnes personnes qui puissent le comprendre parce que c'est un enfant qui est un peu particulier par rapport aux autres. Il faut bien les observer pour savoir qu'ils ont des problèmes de santé, des douleurs. Sinon, ils ne réagissent pas aux douleurs. Si l'enfant a des difficultés de communication, il faut qu'on arrive à mettre en place les moyens ou méthodes qui vont l'aider à pouvoir développer une communication fonctionnelle. S'il a des problèmes de comportement, donc il faut qu'on arrive à l'aider à pouvoir adopter ou bien de rendre ça un peu moindre les difficultés de comportement qu'il peut avoir. Des consultations gratuites étaient à l'ordre ce mercredi afin de mieux échanger autour du handicap. La prise en charge de l'autisme au Mali paraît assez complexe pour certains de par son coût et du fait qu'on aborde moins le sujet qui est donc peu connu par les populations. Au Niger, une semaine après la cérémonie officielle de mise en œuvre des recommandations des Assises nationales, le gouvernement a annoncé ce mardi la libération de 49 personnalités. Parmi elles figurent des anciens ministres du régime déchu, des officiers supérieurs de l'armée, des sous-officiers, des hommes de rang et des militants du parti politique. Plusieurs d'entre eux étaient accusés de tentatives de coup d'État ou d'atteinte à la sûreté de l'État. Ces personnes bénéficient d'une remise en liberté conformément aux recommandations des Assises nationales pour la refondation, a déclaré le gouvernement dans un communiqué lu sur la télévision publique. A noter que le président déchu, Mohamed Bazoum, lui, reste incarcéré. Sport, football, demi-finaliste lors de la dernière édition, le Mali a réussi son entrée en lice de la CAN U17 Maroc 2025 par une victoire sur l'Angola de 2-1. C'était hier, mardi 1er avril, au compte de la première journée du groupe D. Soumaïla Fani. Le coup d'envoi de la Coupe d'Afrique des Nations des moins de 17 ans Maroc 2025 a été donné depuis le dimanche 30 mars 2025. Ce mardi 1er avril, le groupe D où logent les aigles cadets du Mali est entré en scène. Présenté comme l'un des favoris de cette édition, le Mali a réussi son entrée en lice par une victoire sur l'Angola de 2-1. Il faut dire que l'équipe n'a pas totalement convaincu, mais cela se comprend parce que c'était le premier match.
C'est aussi que la plupart des jeunes qui composent l'effectif de l'équipe participent à leur première phase finale de CAN. Donc il y a tous ces facteurs qui entrent en compte. Mais je pense que le plus important pour cette équipe-là, c'était de gagner son premier match pour avoir de la confiance pour la suite de la compétition, ce qu'ils ont fait. Et quand on regarde également le déroulement même du match, c'est le Mali qui a marqué d'abord et ensuite l'Angola a égalisé et au retour des vestiaires, le Mali a eu les ressources physiques, morales suffisantes pour marquer un deuxième but de la victoire. Donc ça c'est extrêmement important, ça donne de la confiance au groupe et surtout ça les met dans une position favorable pour la qualification. Dans un groupe D particulièrement relevé qui comprend également la Côte d'Ivoire et la Centrafrique, ces 3 points remportés par les Aigles sont cruciaux dans cette course à la qualification pour la phase suivante. Après l'Angola, le Mali affronte la Centrafrique. C'est a priori sur le papier, la Centrafrique est quand même le petit poussé de la poule. Donc dès lors qu'on a battu l'Angola et qu'à la deuxième sortie, on va croiser la Centrafrique, on a de très bonnes chances. Moi je dirais même qu'il y a de fortes probabilités que le Mali gagne son deuxième match. Et si l'équipe gagne son deuxième match, ce sera pratiquement la qualification pour les quarts de finale. On va terminer par la Côte d'Ivoire. Mais normalement, cela devrait trouver que l'équipe a déjà son ticket en poche. Je ne néglige pas, je ne minimise pas les chances des Centrafricains, mais a priori, l'Angola, la Côte d'Ivoire et le Mali sont vraiment au-dessus de cette équipe centrafricaine. Et je pense que le résultat de son premier match le prouve à suffisance, 6-0 contre la Côte d'Ivoire. En 9 participations, le Mali a atteint le dernier carré à 7 reprises. Il a été finaliste en 1997, 3e en 1999 et 2001 et 4e en 1995 et 2023. Pour cette 10e participation, il ambitionne de soulever un 3e sacre après les succès de 2015 et 2017. Et on termine avec cette triste nouvelle. L'honorable Djikine Atouma Gakou, 2e vice-présidente du Conseil national de transition, est décédée ce mardi 1er avril 2025 à Bamako. L'annonce a été faite par le président du CNT hier dans la soirée. Madame Djikine Atouma Gakou était une figure emblématique du combat pour les droits des personnes vivant avec un handicap. Djeneva Samaki. L'engagement de l'honorable Djikine Atouma Gakou s'est manifesté à travers de nombreuses initiatives visant à améliorer les conditions de vie des personnes en situation de handicap à l'intérieur ainsi qu'à l'extérieur du Mali. Vice-présidente de la Fédération ouest-africaine des personnes handicapées de 2000 à 2015, vice-présidente du réseau africain des femmes handicapées au sein des Disabled Women in Africa de 2013 à 2019 et présidente des personnes vivant avec handicap du Mali au moment de son décès, sa lutte a été couronnée par son intégration au Conseil national de transition où elle a continué de porter haut la voix des personnes vivant avec handicap, les femmes surtout. Le vote de la loi sur la protection sociale des personnes vivant avec handicap et la prise en compte de ces personnes dans la nouvelle constitution sont quelques-unes de ses réalisations. Pilier de sa famille, pilier dans son quartier, pilier au niveau de sa structure, Atouma était tout. Et elle a été tout pour moi et elle restera tout pour moi. Qu'Allah lui pardonne et qu'Allah nous pardonne tous. Je suis dévasté. Elle se battait très bien pour la cause de ces gens-là. Elle s'est beaucoup battue au niveau du Conseil national de transition par rapport des droits des personnes vivant avec handicap pour notre promotion, notre épanouissement. Que son âme repose en paix. Mère de 4 enfants dont une fille, ses enfants retiennent d'elle une personne aimante, sociable et généreuse qui avait l'essence du partage avec les autres. Bon, ça m'affecte beaucoup parce qu'on a perdu un être cher, mais aussi je dis que c'est la volonté de Dieu. C'est ainsi qu'elle est venue et c'est ainsi qu'elle devait partir. Atouma est ne baye, Atouma kera ne termuswe, kera ne koromswe, kera ne confidentier, manager. Elle devait encourager tout le temps, même si je suis malade, malgré mes petits défauts. Ni hine kumba la wuli san sura Atouma wulila ni nafolo kumba Atouma la wuli san sura Atouma wulila
De 2023 à 2025, le CNT a connu des décès de certains membres, respectivement Marima Siadjara, regretté président de l'ADEMA PSG emporté par la maladie le 23 juillet 2023, Assarid Ag Imbarkawan, décédé le 25 mai 2024 à 75 ans. Il était le premier vice-président du CNT. Il y a aussi Amadou Djadje Touré, Nana Aïché Sissé, Boubacar Sow et maintenant Madame Djikine Atoumagakou. Les obsèques de Djikine Atoumagakou auront lieu demain jeudi 3 avril 2025 à 10h sur l'esplanade du stade du 26 mars. Que son âme repose en paix. C'est ce qui referme ce 1945. Merci de votre constante fidélité. Le programme continue sur la télé qui vous allume. Bonsoir à tous.